Classe, qui est un exercice un peu technique, qui repose simplement sur la loi de Snell-Descartes, donc les outils physiques sont tout simples. Simplement, mathématiquement, c'est quand même un tout petit peu plus technique. Alors, je vous rappelle l'idée, on en avait parlé en cours, pour un mirage chaud, c'est que la température du sol, que j'ai paramétré ici, l'horizontale par la variable x, la température du sol, elle est plus élevée. C'est par exemple l'asphalte qui a accumulé de l'énergie, qui est donc température plus élevée que ce que vous avez au fur et à mesure que z augmente. Donc, ça veut dire que la température, elle diminue avec Z. Donc, ça veut dire que le matériau, il devient de plus en plus dense. Enfin, le matériau, l'air devient de plus en plus dense. Et comme l'air devient de plus en plus dense, eh ben, son indice, il augmente. Son indice, il augmente parce que, simplement, par unité de volume, il y a plus d'électrons. Et c'est eux qui sont responsables, justement, du fait que la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière, elle est plus faible parce qu'il y a une densité d'électrons plus grande. Donc, en résumé, ce qu'on va prendre, c'est un indice optique qui augmente. Alors là, pourquoi on le prend sous cette forme-là? Souvent, les exercices le proposent sous cette forme-là. Pourquoi c'est une loi qui est du type n0 plus quelque chose fois z, où alpha, c'est un petit terme qui vient corriger le n0. Simplement parce qu'après, pour les calculs, ça sera plus pratique. Alors, il y a d'autres modèles qui sont proposés avec... alors là, c'est un modèle affine. On pourrait envisager un modèle quadratique avec du z carré. Mais bon, disons que pour nos calculs, ça paraît très bien. Donc voilà le modèle qui est proposé pour traduire le fait que l'indice augmente au fur et à mesure que l'altitude elle augmente. Et ce qu'on va considérer, ça sera important pour la suite, c'est que évidemment, ça c'est un terme correctif, le alpha z, c'est-à-dire que l'indice il va pas doubler quand on va monter en altitude, ça va être une légère correction. Donc il faudra garder à l'esprit pour nos calculs que alpha z sera petit devant le n0. N0 c'est la valeur de l'indice de l'air, 1,00 quelque chose, et vous avez encore là un tout petit terme qui vient corriger ce N0 qui est là et qui tient compte justement de la différence de densité entre le sol et puis des points qui sont un peu plus hauts. Donc on a ça, et nous ce qu'on va écrire, c'est la relation de Snell-Descartes. Maintenant, comment on va l'écrire? Je vous avais dit que l'idée, c'était de décomposer en tranches le milieu. On va décomposer une première tranche ici. Alors, en fait, il faudrait que j'en fasse plein, évidemment, hein, plein de tranches ici, des tranches ici, des tranches ici. Mais comment je vais choisir l'épaisseur de la tranche? Eh bien, la réponse, c'est que je vais la choisir infinitésimale, c'est-à-dire aussi petite que je veux. Et je prends donc un dz. Donc, à partir de là, ce que je vais pouvoir faire, c'est écrire pour chaque tranche ce qui se passe. Alors, j'imagine que j'ai une source ici. On va reprendre la même situation qu'on avait décrite de façon qualitative dans le cours. Vous vous souvenez, on avait une source ici. Et puis, par exemple, on va regarder un rayon qui part avec une certaine direction comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors là, on ne pourra pas raisonner ce trop petit pour pouvoir faire un raisonnement mathématique, mais juste pour expliquer, et puis après, on zoomera un peu là-dessus. C'est que à chaque, à chaque interface, à chaque dioptre, il va y avoir phénomène de réfraction. Donc, par exemple, sur ce dioptre-là, je fais la normale. Le rayon, il rencontre en descendant un indice de plus en plus faible, puisque Z diminue, donc il s'écarte de la normale. Et là, il va encore s'écarter de la normale. Et il va encore après s'écarter de la normale, etc., sur les couches successives, jusqu'à, vous vous souvenez, arriver à la réflexion totale. Donc, il s'écarte tellement de la normale qu'il va ici y avoir réflexion totale. Et ensuite, il va repartir de la même façon dans l'autre direction. Alors là, pour le coup, en remontant, qu'est-ce qui va se passer? Il va rencontrer des indices de plus en plus grands. Donc, au contraire, il se rapproche de la normale. Et vous vous souvenez de l'interprétation du mirage, c'est que si votre œil est ici, parmi nos fonctions cognitives, on n'a pas intégré en nous la notion de réfraction, c'est-à-dire que pour votre œil, ce qui arrive, ça arrive en ligne droite. Et donc, l'œil, il interprète, enfin, plutôt pour le cerveau, par rapport au message reçu par la rétine, ben, il interprète un rayon qui est tout droit, et donc qui est issu de ce point-là. Donc, ça veut dire que ce S-là, l'œil le voit ici. Hein, ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire être capable de dire z de x ou x de z, on verra comment c'est plus facile de paramétrer, mais aller chercher z comme une fonction de x, ou de la même façon, ça peut être la même chose, un x fonction de z. Donc voilà ce qu'on va chercher à faire, en écrivant donc la deuxième loi de Snell-Descartes. Alors comment l'écrire? Je vais décomposer en des tranches. Donc ça, ce sont les tranches que je rends évidemment plus grandes pour qu'on puisse un peu voir quelque chose. Donc ça, j'ai mes tranches successives, comme ça. Là, on a l'axe des Z qui est ici. Et on a l'axe des X qui est tout le temps X qui est toujours ici. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai un rayon qui arrive, qui est ici, qui part de là. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il suit une certaine direction comme ça. Quand il arrive ici,
il s'écarte de la normale, donc il va par exemple partir comme ça, et puis de nouveau, etc. Et nous, on va raisonner par exemple sur cette tranche-là, dont on va dire qu'elle est située entre Z et Z plus dz. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit on écrit la deuxième loi de Snell-Descartes. La deuxième loi de Snell-Descartes, elle nous dit quoi? Elle nous dit que n z sinus iz, et ça c'est vrai pour n'importe quel z, j'ai choisi ce z-là, mais ça pourrait être n'importe lequel, ça va être le même que celui qui était ici. Le même produit que n de z plus dz fois i de z plus dz. Ou encore de n, je sais pas quoi, z', et un autre z, peu importe. Et c'est aussi le même de proche en proche que ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que ça va dépendre de la condition initiale. C'est-à-dire que, initialement, quel est l'angle sous lequel est parti le rayon et quel était l'indice au point S. Donc au point S, on peut définir un n au point S comme source sinus de i au point S. Après, pour éviter de trimballer tout ça le long du calcul, on pourra juste appeler cette constante k. Mais en tout cas, voilà, on a une constante et on sait que, encore une fois, je vais écrire Snell-Descartes. On pourrait le dire ça sans raisonner de façon infinitésimale, mais imaginez qu'il y ait plusieurs dioptres successifs qui soient traversés, un premier, un deuxième, un troisième comme ici. Ben là, par exemple, vous allez écrire pour celui-ci l'indice qui règne ici fois l'angle d'incidence, donc N1 sinus I1, qui sera le même ensuite que le N2 sinus I2, qui sera le même que N3 sinus I3, et on va retrouver à chaque dioptre exactement la même relation qui est ici. Hein. Le N1 sinus I1 que vous avez ici, quand le rayon il va s'écarter, vous allez retrouver N2 dans cette deuxième couche. Si là, encore une fois, j'ai un modèle qui n'est pas continu. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai N1 ici, puis ici, j'ai un indice N2, et ici, j'ai un indice N3, et après, on imaginerait un indice N4. Ici, j'écrirai pour le rouge N1 sinus I1. Hein, j'aurai en rouge N1 sinus I1. Mais quand je vais écrire ça dans le vert, ici, au niveau de l'angle de réfraction, je vais avoir pour cet angle-là que je mets en vert, N2 sinus I2. Oui, mais ce I2, ça va être le même que celui avec lequel il arrive, parce que les angles sont alternes internes, sur le dioptre suivant, donc ça sera encore N2 sinus I2 ici. Et quand je vais réécrire Snell-Descartes ici, là encore, imaginons qu'il s'écarte encore, je vais avoir un angle ici qui sera I3 et j'aurai pour donc cette couche bleue, N3, sinus I3. Et ainsi de suite, on pourrait continuer. Donc vous voyez, le produit N fois sinus, il va rester constant. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai NZ sinus IZ égale constante. Maintenant, mon but, c'est d'arriver à exprimer, bon, le NZ, j'ai son expression, elle est là, je l'utiliserai en temps et en heure. Maintenant, j'ai besoin du sinus. Alors, que vaut le sinus finalement ici? Le sinus, c'est, si je considère que c'est le sinus, par exemple, qui est, alors, j'ai dit entre Z et Z plus Z, j'aurais peut-être pu mettre mon Z ici plutôt. Hein. Je vais dire que mon Z, mais c'est pareil, hein, ce sont des couches qui ont toutes des épaisseurs des Z, mais je vais juste dire que je suis en Z à ce point-là. Ah, donc, ce sont toutes des couches infinitésimales, hein, c'est toutes des petits dz successifs. Donc, j'ai un z ici, à chaque fois, on a une épaisseur dz infinitésimale, vraiment au sens des maths, c'est-à-dire que je peux rendre aussi petit que je veux, là aussi dz. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle qui est ici, hein, qui est évidemment le même que celui que je vais retrouver là. Ça, c'est le i de z. Et donc, pour exprimer ce sinus de i de z, je peux regarder le triangle rectangle qui apparaît ici. Et en fait, ce triangle rectangle, il a pour côté adjacent à l'angle I, il a une longueur dz. Et ici, cette longueur-là, c'est aussi une petite longueur sur l'axe X. Donc, c'est légitime de l'appeler dx. Un petit déplacement, un tout petit déplacement qu'on va appeler dx. Et donc, pour avoir le sinus d'un triangle rectangle, vous faites le côté opposé, c'est-à-dire dx, sur la longueur de l'hypoténuse qui est donnée par le théorème de Pythagore et qui va donc donner dx au carré plus dz au carré. Donc maintenant, on a l'expression de nz, on a l'expression de sinus de i, on sait que tout ça c'est une constante, on va mettre tout ça ensemble et essayer de voir comment on peut calculer ça. Donc, ce que j'ai, c'est nz, hein, donc n0 plus alpha z, fois le sinus de iz, qui est ce dx sur racine de dx carré
plus dz carré. Et tout ça, c'est égal à une constante que je vais appeler k, mais dont je garde à l'esprit qu'elle vaut ns fois sinus is, c'est-à-dire initialement ce qui se passe, c'est-à-dire initialement l'angle sous lequel va arriver en ce point-là, par exemple, j'aurais pu le mettre ici, enfin à partir de là, cet angle-là qui est ici, cet angle is qui est là. Et l'indice qui règne ici et qui est n de s. Voilà. Et qui va dépendre, bon, on pourrait le définir en fonction de l'altitude, puisque vous voyez que ce n de s, il est associé à une altitude zs qui est celle du point source. Bon, on a ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est essayer de résoudre ça. Alors ça, c'est pas habituel, mais ça va le devenir à force hein, de voir des choses comme ça. C'est que on va tout diviser par... alors, on peut soit tout diviser par dx, soit tout diviser par dz. Là, je vais tout diviser par dx, haut et bas, donc ça va donner n0 plus alpha z fois 1 sur... Et si je divise par dx, ben, si je rentre ça dans la racine, ça fait diviser par dx carré, donc ça va me donner du 1 plus, et là, si je divise, ça va me donner du dz sur dx au carré. Et tout ça, c'est égal à une constante. Hein. Donc, j'ai divisé numérateur et dénominateur par dx. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais séparer les variables. Et en ça, ce que je fais, ça ressemble énormément à la démonstration que vous faites quand vous cherchez la solution d'une équatif d'ordre 1 en maths. Hein, c'est un truc qu'on aura l'occasion de faire ensemble, et puis bien sûr, vous aurez l'occasion aussi de faire en maths cette année. Peut-être que vous avez déjà fait en terminale d'ailleurs. Donc, en tout cas, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner donc n0 plus alpha z. On va séparer les z et les x. Et ça va me donner du k racine de 1 plus dz sur dx, le tout au carré. Bon, cette racine, elle m'embête, donc je lève tout au carré, et ça me fait n0 plus alpha z au carré égale k carré 1 plus dz sur dx au carré. Voilà, donc maintenant, on va séparer les variables. Et pour séparer les variables, alors déjà, il y a des choses que je peux faire du point de vue du calcul, qui vont me permettre après de me simplifier la vie. C'est que déjà, dans ce carré, quand je développe n0 plus alpha z au carré, évidemment, c'est remarquable, elle me dit n0 carré plus 2n0 alpha z plus alpha carré z carré. Mais où on sait que, on l'a dit tout à l'heure, alpha z, c'est un petit terme correctif par rapport à n0. Donc ça veut dire que déjà alpha z, il est petit devant n0, mais si vous prenez un élément petit et que vous l'élevez au carré, il est encore plus petit. Hein, un nombre inférieur à 1 que vous élevez au carré, il va être encore plus petit que 1, quoi. Enfin, encore plus petit, pardon, que le nombre que vous avez élevé. Donc, un terme qui est tout petit et que vous élevez au carré, il faut être sûr qu'il va être négligeable. Enfin, première approximation, c'est ce qu'on fera presque tout le temps, en tout cas en physique. Ça, c'est un message très important qu'on appelle la linéarisation. On linéarise pratiquement dans tous les cas. Il arrive qu'on ne puisse pas, mais c'est souvent vraiment un domaine de recherche à part entière, physique non linéaire. Donc, voilà. Généralement, en tout cas en prépa, on linéarise. Et donc, c'est tout à fait légitime, comme alpha z est petit, de négliger ça. Encore une fois, ce n'est pas un manque de rigueur, c'est vraiment au contraire une réflexion sur les paramètres et me dire c'est légitime de faire ça. C'est ça la modélisation. Donc, à partir de là, j'ai n0 au carré plus 2 n0 alpha z égale k carré facteur de 1 plus dz sur dx au carré. Bon, je vais essayer d'isoler tout ça. Donc pour ça, ben, je vais dire que je vais juste inverser les deux membres, mais c'est pareil. 1 plus dz sur dx au carré, c'est 1 sur k carré, n0 carré, plus 2n0 alpha z. Donc dz sur dx au carré, c'est égal à 1 sur k carré, n0 carré, plus 2n0 alpha z, moins, pas dans la parenthèse, hein, le tout moins 1. Voilà. Donc voilà pour des z sur x. Et c'est là où il va falloir faire attention. C'est-à-dire qu'en physique, il y a toujours ce dialogue entre la phousis, comme je vous dis, la réalité, la physique c'est la réalité, c'est le réel, ce que vous décrivez, et puis les maths. Donc il ne faut pas, quand vous écrivez des maths, justement, il ne faut pas que ce soit complètement décorrélé du réel. À l'inverse, il faut que ce soit vraiment lié. Donc ici, par exemple, vous avez un dz sur dx au carré. Et pour votre calcul, il va être nécessaire d'enlever ce carré. C'est-à-dire vous allez avoir, vous voulez des z sur dx. Ok, mais vous savez en maths que
quand vous avez a carré qui vaut 9, ben, soit a il vaut 3, soit a il vaut moins 3. Hein, vous prenez plus ou moins la racine de ce nombre au carré. Bon, ben, il faut justement regarder ce qu'il en est physiquement. Quand je vais regarder dz sur dx, si je retrace la trajectoire, je vous avais expliqué que d'abord les rayons s'écartaient de la normale, il y allait avoir réflexion totale et ils repartaient comme ça. Là, ici, il y a réflexion totale, en un point d'ailleurs dont on pourra déterminer après les coordonnées. Et vous avez ici x et z. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la première phase, ça dépend ce que je regarde, mais moi je vais m'intéresser à l'équation de la trajectoire dans cette première phase. Qu'est-ce que vous voyez dans cette première phase? C'est que quand z diminue, x augmente. Donc, je peux le dire de différentes façons. Je peux dire que la dérivée de z par rapport à x, comme vous le dites en maths en classe de première, est une fonction décroissante. Donc la dérivée est négative. C'est une première façon de dire que le dz sur dx, il est négatif. Je le vois bien, hein, si je trace cette fonction, bah, elle est décroissante, donc la dérivée dz sur dx est négative. Une autre façon de le dire, sans même parler de dérivée, c'est juste regarder les petites variations, c'est-à-dire considérer cette expression qui est là, même pas comme une dérivée, mais comme un rapport de deux petits éléments différentiels. Un dz qui, dans cette première phase, est négatif parce que z diminue, donc j'ai un dz diminue associé à un dx positif qui augmente. Donc le rapport des deux, c'est un négatif sur un positif, c'est négatif. Bon, tout ça pour dire que quand je vais prendre la racine carrée de ce truc-là, il faut mettre un moins. Et donc, je vais avoir finalement, alors je vais réunir les nombres, la partie qui n'est pas qui dépend de z, ça va me donner ça. Et puis après, il va y avoir du n0 carré sur k carré moins 1, qui est juste un nombre, quoi. Ça, mais là, il y a un truc qui dépend de z. Hein, donc, on est d'accord que là, il y a une dépendance en z, là, il y a une dépendance en z, et là, il y a x. Bon, bah, il faut que je sépare le z et le x. Et donc, ça, je vous dis que même si effectivement, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore très familier, qui vous est pas encore pas très, très familier, ça va le devenir. Hein. Donc, on va séparer et on va avoir dz sur, oh pardon, je préférais faire l'inverse. dx égale, donc je fais passer dx côté, et c'est moins dz sur, et toute cette racine de n0 alpha sur k carré z plus n0 carré sur k carré moins 1. Voilà. Donc, on a ça pour le dx. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire la somme de tous ces petits trucs et faire la somme de tous ces petits trucs. Et ça, vous avez dû regarder la vidéo sur Canvas à propos de l'intégrale hein, que j'ai mise pendant les vacances d'été. L'idée, c'est de dire, je vais faire une somme continue, je vais intégrer. Donc, je vais intégrer entre un point de départ. Et le point de départ, je vais partir de la source, je vais partir du point S qui a ses coordonnées. On va dire qu'on les connaît. Donc, on part du point XS. Et on va faire la somme. Et de l'autre côté, je vais faire pareil, je vais intégrer à partir du point S, dont l'ordonnée vaut Z de S. Et puis après, je vais intégrer entre ça et puis un point quelconque. Le tout, c'est que je ne sois pas en ce point-là. Ça, on verra comment on trouve les coordonnées de ce XR et ZR, de ce point qui correspond à la réflexion totale. Mais pour l'instant, bon, j'écris simplement que c'est cette intégrale-là. Donc, pardon, je vais effacer tout ça parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc, finalement, j'ai racine, hop, j'ai racine de... C'est comme si j'avais AZ plus B. Alors bon, momentanément, j'écris juste AZ plus B pour pas qu'on soit aveuglé par tous ces paramètres-là. 2n0 alpha sur k carré pour A. Et puis B, c'est n0 k carré moins 5. On se souvient que le k, c'est la constante de départ qui était définie par ns sinus is, c'est-à-dire is, pardon, ce qui se passait au point là. Ok, donc on cherche une primitive de ça. Alors, pardon. Et donc, on intègre entre xs et un point x quelconque, qui est courant là sur toute cette première moitié de trajectoire. Donc, entre xs et i et entre zs et z. Alors, pour les puristes, il ne faut pas avoir des bornes. Enfin, je dis puristes, parce que ce n'est pas propre sinon. Il ne faut pas avoir des bornes qui sont les mêmes que la variable d'intégration. Donc, juste pour dire que ce n'est pas la même chose, je vais mettre une petite prime ici pour dire c'est ma variable d'intégration qui varie entre ça et ça. D'avoir une borne qui est la même chose que la variable,
c'est pas... Ou alors je donne un nom aux bornes, hein. Je dis c'est entre x et x d'un point courant quelconque, mais voilà. Hein, je préfère juste dire, voilà, ma variable d'intégration, je l'appelle comme ça. C'est juste pour pas avoir le même nom ici et ici. Mais encore une fois, il faut bien comprendre, ce z' qui est là, que j'ai écrit, c'est les valeurs que peut prendre z dans l'intégrale. Zs, c'est le point de départ. Et z, c'est un point d'arrivée, mais quelconque, puisque je veux pouvoir décrire toute cette courbe qui est ici. Donc à partir de là, ben, je trouve ma primitive, ça c'est pas bien dur, hein, faut juste souvenir de sa formule qui dit que racine de u, ça se dérive en u' sur 2 racines de u. Hein. Donc à partir de là, ici à droite, la primitive, elle doit être de la forme à quelque chose près, az' plus b. Faut juste vérifier, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester, quoi. Il faut tester, alors on se dit, ça doit être 5 coefficients près, maintenant lequel? Regardez, si vous dérivez à z plus b, enfin, ou à z' plus b, sous la racine, qu'est-ce que vous allez avoir? Ça doit ressembler, hein. Vous allez avoir u', c'est-à-dire vous allez avoir a sur 2 fois racine de az plus b, enfin az' plus b. Donc par rapport à ce que vous avez ici intégré, il y a un facteur a sur 2 là qui ne devrait pas y être. Donc pour le neutraliser, je multiplie par 2 sur a. Comme ça, je sais que quand je vais dériver ça, je vais bien retomber là-dessus. Hein, donc ça me donne bien la primitive. Et après, alors, ça, il y a différentes façons de le voir. Parce que finalement, vous allez me dire, c'est bizarre, d'habitude, on intègre une fonction, quoi. D'habitude, c'est toujours f de x dx, et là, il n'y a pas f de x. Bah, vous pouvez toujours dire que f de x, c'est 1, c'est la fonction constante 1. Donc, si vous intégrez la fonction constante 1 entre a et b, et ça, on aura l'occasion de faire aussi plein de fois cette année, bah, c'est sa primitive, enfin, une primitive, c'est x entre a et b. Donc, ça fait juste b moins a. Mais vous avez une façon plus belle de le dire, c'est simplement que l'intégrale, c'est la somme continue. Hein, j'ai dû voir ça, comme ça dans la vidéo, c'est la summa integralis de Leibniz, c'est-à-dire que c'est la somme des tout, et donc on ajoute tout entre xs et x, donc on fait la somme de tous les petits termes, depuis le point d'abscisse xs jusqu'au point d'abscisse x. Donc c'est toute la longueur du segment, c'est-à-dire c'est b moins a. Hein, la borne supérieure, la borne inférieure, autrement dit ici, x moins xs. Voilà. Et finalement, ben, on aboutit à notre expression. Alors, je vais juste faire un petit peu de place. Je garde quand même ce que représentent les A et B. Donc, vous voyez que finalement, on a ça. On a x qui vaut moins 2 sur A racine de AZ plus B moins racine de A ZS plus B. Ceci, plus XS. Où A et B sont ici. Hein, donc je pourrais les remplacer si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai mon expression de A qui dépend des données du problème ici. Juste pour éviter que ce soit trop lourd ici, je le laisse sous cette forme-là. Et puis B qui est ici. Et puis encore le A qui est là. Voilà. Donc là, ça y est, on tient l'expression de la première partie de la trajectoire. Alors, je n'aurais pas utilisé vraiment trajectoire, mais hein, la forme comme ça, là. Et qui est adopté par la lumière. Donc, on passe du point S, et en fait, ça va être vrai jusqu'à la réflexion totale. Et après la réflexion totale, il faudrait refaire le même travail exactement le même que ce qu'on a fait, mais au moment où on est en train de prendre le dz sur dx au carré, comme on l'a fait tout à l'heure, et bien cette fois-ci, dans la deuxième partie, il n'y a plus un moins, parce que dz sur dx, ici, vous voyez bien que z augmente avec x, donc dz sur dx, c'est positif, et donc quand on prend la racine, on aura un plus. C'est-à-dire que ça va être exactement le même boulot qu'ici, mais sans ce signe moins qui est là. Alors la question maintenant, c'est où ces deux parties, elles se recoupent, quoi. Où elles se... Voilà. Quel est le point ici, quoi, la réflexion, le point de réflexion totale. Alors pour avoir le point de réflexion totale, c'est juste une petite remarque supplémentaire. Pour avoir la réflexion totale, il faut se dire en ce point, qu'est-ce qui se passe? En ce point, vous avez un angle qui est égal à pi sur 2. Au moment où il y a réflexion totale, là, on a un i qui vaut pi sur 2. Donc, on a, pour trouver les coordonnées, c'est simple. Vous savez qu'à chaque fois, à tout instant, sinus de iz fois nz, enfin, je devrais l'écrire plutôt dans le sens, c'est plutôt habitué à mettre l'indice d'abord. Donc, nz sinus iz, vous savez que c'est une constante. Et on a dit qu'elle était définie par
au départ ce qu'il en était pour la source, ns sinus is. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, ben, en ce point-là, si je veux connaître en particulier ce qui se passe au point où il y a la réflexion totale, donc si je cherche le n du z de RT, je vais l'appeler comme ça, peut-être réflexion totale, ben, c'est quand l'angle, à ce moment-là, il vaut pi sur 2. C'est-à-dire quand le sinus, il vaut 1, en fait. Donc, ça veut dire que vous avez le n du z de réflexion totale qui vaut ns sinus de is, pardon, bah, divisé par 1, quoi, puisque ça vaut 1. Et ensuite, ça, vous connaissez, vous savez que c'est n0 plus alpha z. Donc, vous voyez que si vous voulez connaître le z correspondant à la réflexion totale, pardon, et que vous pourriez ensuite associer un x par cette formule-là, ben, ce z-là, il vaut, si on résout complètement, il vaut n, le z de réflexion totale, il va alors ns sinus is moins n0 sur alpha. Et vous trouvez donc l'ordonnée ici, le z correspondant à la réflexion totale. Voilà. Bon, après, il y a des problèmes plus compliqués. Il y a un moment, il y avait un problème donné à l'ENS en. L'année m'échappe, peut-être une toute petite dizaine d'années, sur la réflexion totale, où là, le problème est bon, plus complexe mathématiquement, mais l'idée générale, en tout cas, ben, l'idée générale, elle est là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le retravailler, et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas.